Zelda Ocarina of Time approche des 30 ans. Des milliers, peut-être même des millions de vidéos circulent à son sujet. Alors une question s'impose, pourquoi en parler encore ? Dois-je vraiment présenter un jeu que tout le monde connaît déjà ? Est-ce que de nos jours certains pensent encore que Zelda est notre héros ? Et pourtant, malgré mes questions, malgré le temps qui passe, les générations de consoles, de jeux toujours plus beaux, plus grands, plus modernes, Ocarina of Time fait toujours parler de lui. Il est comme incontournable, intouchable. Alors peut-être que je devrais prendre le problème à l'envers. Je me suis souvent demandé comment aborder une telle vidéo, un tel monument, alors que la vraie question n'est pas pourquoi en parler, mais plutôt de savoir pourquoi on n'a jamais arrêté d'en parler. On le qualifie souvent de chef-d'œuvre intemporel, et cela n'a pas l'air d'être qu'une simple impression nostalgique. En 1998, le magazine japonais Famitsu lui attribue la note parfaite de 40 sur 40, une première à l'époque, l'excellence pour un jeu d'excellence. Metacritic, lui donna la note de 99, ce qui en fait le jeu le mieux noté de tous les temps sur cette plateforme. Mais une note, tout aussi prestigieuse soit-elle, ne peut expliquer pourquoi, près de 30 ans plus tard, Ocarina of Time continue de marquer autant les esprits. On parle souvent de Zelda Ocarina of Time comme du jeu qui a réussi le passage de la 2D à la 3D, et dans un sens c'est vrai, ce fut un succès, mais ce n'est pas là toute l'histoire. 2 ans avant, Nintendo avait déjà accompli cet exploit avec un jeu que j'ai présenté sur ma chaîne, Super Mario 64. Le plombier moustachu avait montré la voie à toute l'industrie. Alors non, Zelda n'a pas été le premier. Mais là où Ocarina of Time a fait quelque chose de fondamentalement différent, c'est dans la manière de penser l'aventure, et surtout le combat en 3D. Il y a une mécanique qui mérite toute notre attention, le Z-Targeting. De nos jours, vous pourriez, en m'entendant en parler, rigoler, un bouton qui permet de verrouiller un ennemi. Seulement, si cette mécanique nous paraît si évidente, c'est justement parce que Ocarina of Time l'a inventé. Avant lui, le combat en 3D était confus, approximatif, maladroit, des hitbox parfois aux fraises. Ocarina of Time a posé les bases d'un langage que le jeu vidéo utilise encore de nos jours. Il a appris aux jeux vidéo qui ont suivi comment se jouer. Au-delà de ce qu'il apporte dans le monde du jeu vidéo, Ocarina of Time est et restera avant tout l'un des jeux qui aura bercé mon enfance. C'est simple, en 1997, j'avais 6 ou 7 ans quand on m'a offert ma Nintendo 64 avec Super Mario 64. Par la suite, j'ai eu quelques jeux, de mémoire Turok en second jeu. Puis, fin novembre 98, arrive The Legend of Zelda Ocarina of Time. Mon anniversaire se passant début décembre, j'ai donc demandé ce jeu en espérant bien entendu pouvoir l'obtenir. Et ce fut chose faite. 8 ans et me voilà plongé sur un écran de titre reposant, berçant, une OST magistrale et Link galopant sur Epona. L'ambiance était là. Je ne vais pas aller vous décrire 100% du jeu, cela serait bien trop long, et cette vidéo n'a pas pour but de durer 3 heures. Par contre, j'aimerais revenir sur certains points d'un œil enfant, d'un autre œil adulte. Dans mon enfance, réussir à récupérer l'épée, les rubis nécessaires à l'achat du bouclier, accéder au temple de l'arbre Mojo et d'aller vaincre notre tout premier boss Goma, c'était déjà une aventure épique, une impression d'accomplissement, de fierté. C'est assez marrant quand de mon point de vue adulte, je vois cela comme apprendre à contrôler son personnage. Il n'y a pas que cela qui est drôle en fait. Pour la suite, dans les grandes lignes, on se doit de rejoindre la princesse du royaume. On nous annonce, malgré notre petit âge, que la destinée du monde repose sur nos épaules et que pour ce faire, nous devons récupérer 3 pierres ancestrales. Ça tombe plutôt bien. Le vénérable arbre Mojo nous a confié la sienne avant de décéder du mal qui le ronge. La seconde pierre sera celle du feu. À titre personnel, je n'ai pas grand chose à en redire. Je l'ai trouvé dans l'ensemble assez simple.
Limite, la seule difficulté quand j'étais enfant, c'était de trouver une musique qui permettrait d'ambiancer Darumnia, le chef du village Goron, afin d'obtenir le bracelet Goron, pratique pour ouvrir l'accès au donjon. Celui-ci s'avère plutôt simple contrairement au suivant, le ventre de Jabu Jabu, qui fut à mes yeux la véritable première grande difficulté que j'ai rencontrée enfant. Je n'irai pas expliquer son fonctionnement pour ne pas spoil les très rares personnes qui n'ont pas fait le jeu, mais à l'époque, je dirais que ce donjon a dû me prendre bien une semaine, ce qui me revient à environ 8-10 heures de jeu à l'époque. Autant de temps que j'avais mis à obtenir les 2 premières pierres du jeu. C'était pour moi un véritable bond en avant niveau difficulté. Les pierres réunies, j'étais fier, je voyais enfin le bout du tunnel et je me disais « j'ai réussi à finir un tel jeu » jusqu'à... me voilà ou plutôt revoilà. Apparemment projeté 7 ans dans le futur, car pas assez fort à l'époque pour vaincre Ganondorf, le mal incarné. Un sage présent me parle de médaillons du sage à récupérer. Ainsi, je pourrais partir vaincre le mal, ces médaillons sont dispersés à travers des donjons. Je ne vais pas vous tracer chacun de ces donjons. Si j'ai bien retenu une chose durant mon enfance qui s'est confirmée avec toutes ces années, finalement le village Kokiri, l'arbre Mojo, ce n'était pas le tutoriel. Le tutoriel était en réalité toute l'enfance de notre personnage. Les monstres, les boss, les donjons et leurs énigmes, tout avait augmenté en difficulté avec l'âge adulte, comme si le jeu cherchait à nous tester. Pour le coup, il a réussi. Pour faire simple, à ma première partie, je devais être entre 15 et 20 heures quand je suis parvenu à l'âge adulte. Une fois le jeu fini, je devais bien être entre 70 et 100 heures de jeu. Les fourchettes de temps sont, vous vous doutez, voulues car bon, ça remonte à loin. Pour le coup, je ne vais peut-être pas être des plus originales, mais comme beaucoup, le temple de l'eau fut le moins apprécié à l'époque. Il faut dire que son système d'eau, des salles accessibles en fonction de la montée-descente de celle-ci, c'était pas simple à retenir. A l'inverse, un donjon que j'ai réellement apprécié malgré mon jeune âge, une ambiance oppressante, un sentiment de mal-être, c'est le temple de l'ombre. Il me fascinait, son combat de boss reste épique, même si en soi tous les boss de cet opus sont parfaits. Je pense que c'est l'une des plus grandes forces parmi tant d'autres de ce titre. Je pourrais citer les musiques qui sont juste banger sur banger, peu importe où vous êtes, que ce soit l'écran titre, le village Goron, les bois perdus ou même le désert Gerudo. Chaque lieu a sa propre OST et chacune d'elles colle parfaitement à son univers. Les quêtes secondaires qui, comme elles l'indiquent, ne sont pas obligatoires mais permettent de rajouter un petit lore au jeu, une durée de vie supplémentaire, chose qui fut encore plus poussée dans sa suite Majora Mask, dont on aura l'occasion d'en reparler sur la chaîne. Enfin voilà, de nos jours, la licence The Legend of Zelda a énormément évolué. Des jeux plus beaux, plus modernes, plus vastes. Malgré cela, aucun n'a réussi à recréer exactement ce que j'ai ressenti à l'époque. Ocarina of Time n'est en réalité pas parfait, mais il n'a pas besoin de l'être, tout simplement parce qu'il fait ce que beaucoup ne font pas. Il a laissé une empreinte. Alors pourquoi en parler encore aujourd'hui? Parce que certains jeux ne vieillissent pas, ils deviennent des repères, des modèles pour des générations. Ocarina of Time n'est peut-être plus le Zelda le plus moderne ni le plus impressionnant techniquement, mais il a su poser des bases qui nous sont utiles encore aujourd'hui. Et surtout, il a laissé quelque chose de plus important que des mécaniques, que des graphismes, il a laissé des souvenirs. Ocarina of Time n'est pas seulement un jeu que l'on termine un jour, c'est un jeu que l'on emporte avec soi. Et peut-être que c'est ça, au fond, qui fait de lui la définition d'un chef-d'œuvre. Alors, maintenant, j'aimerais vous poser la question, est-ce que Ocarina of Time est, pour vous aussi, un chef-d'œuvre intemporel, ou simplement un jeu incroyable de son époque? Dites-le moi en commentaire ce qu'il représente pour vous. C'était Kaiser, à la prochaine!